Pour des faits qui se sont produits il y a 80 ans sur le territoire sénégalais, où on a enregistré plusieurs morts, des députés français décident de sortir de l'ombre et réclament désormais une commission d'enquête, alors que 5 jours seulement nous séparent de la commémoration prochaine, le 1er décembre, dans quelques jours seulement. Dans cette émission, nous reviendrons sur cette actualité, nous parlerons surtout de l'opportunité saisie par ces députés français et de qui sera composée cette commission qui aura pour mission de faire cette enquête afin de rendre justice aux tirailleurs qui avaient été assassinés par les colons français sur le territoire sénégalais. Ce sera notre sujet d'accueil dans le cadre de ce programme For You Matin. Nous parlerons aussi de l'actualité au Mali avec les terroristes qui ont attaqué il y a de cela quelques mois seulement le Mali et plusieurs autres pays bien sûr de l'AES. Les terroristes avaient été accusés d'être soutenus par l'Ukraine dans leurs activités bien sûr terroristes sur le territoire malien. Les Ukrainiens s'étaient empressés de nier toute accusation ou encore lien avec les terroristes en question. Aujourd'hui, l'on s'interroge sur comment comprendre la provenance de ces armes entre les mains de ces assaillants au Mali, provenant bien sûr de l'Ukraine. Nous en parlerons dans ce programme. Comment comprendre la provenance des armes entre les mains des terroristes au Mali de l'Ukraine. Et ce sera avec notre panel, bien sûr, que vous connaissez assez bien. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Bienvenue à tous. For You Matin démarre tout de suite. Et c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce programme et nous allons accueillir notre panel, évidemment avec nous le docteur Yam Timba. Merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue à ce programme. Bonjour Madame Bégoudé, bonjour à mon copanéliste et bonjour à ceux qui nous font le plaisir et l'honneur de nous écouter ce matin. Et à vos côtés, Albert Anatole Aïssi, directeur de publication, habitué aussi de nos plateaux matinaux sur For You Télévision. Merci d'être là, bonjour. Bonjour Madame Bégoudé, je salue mon copanéliste. Je n'oublie pas le top management, sans oublier le peuple noir, ou qui se trouve sur la planète Terre. Ce peuple qui est confronté à divers défis dans le contexte de basculement géopolitique que nous observons en ce moment. Quand je l'ai dit, je voudrais m'étonner. Madame Bégoudé, avec votre permission, il y a un débat qui vient de susciter l'opinion publique européenne depuis quelques jours après l'émission par la Cour pénale internationale de mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense. Désormais, on nous sort sur le chapeau, n'est-ce pas, de l'immunité de M. Benyamin Netanyahu. Comme quoi, les Atlantiques ne prouvent une fois de plus qu'ils ne sont pas sérieux et que leur indignation est généralement en géométrie et en géographie variable. Et nous souvenons que lorsque le même mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine, je crois qu'il est toujours président de la République et il est toujours président de la République. On n'a pas invoqué, il n'a pas été invoqué l'immunité, n'est-ce pas, de M. Poutine dans ce contexte-là. Mais quand il s'agit d'un génocidaire, comme Benyamin Netanyahu, eh bien, les atlantistes commencent n'est-ce pas, à évoquer son immunité. On attend de voir si la Cour pénale internationale va s'aligner derrière leur idéologie. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être là avec nous ce matin, à tous les deux, bien sûr. Et je démarre avec le docteur Yam Timba ce matin. Dans cette émission, nous en parlons. Plusieurs tirailleurs sénégalais, comme ils avaient été appelés, pourtant ressortissants de plusieurs pays africains, avaient été tués par les colons français lors de ce massacre de Tiaroy, comme il a été surnommé. Les députés français ont décidé de sortir des
ses rangs. Pour la plupart, ils sont de la gauche et réclament aujourd'hui une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les faits qui se sont déroulés en 1944. Docteur Yam Timba, nous commencerons peut-être par une première lecture sur la question particulière que je m'en vais vous poser. Peut-être pourquoi maintenant et pourquoi des députés français dans le but de faire la lumière sur les faits qui se sont produits en 1944. Écoutez, il y a peut-être 2 ou 3 petites choses qu'il faut prendre en considération dans ce débat. La première, c'est que finalement, ce débat a été monopolisé par le Sénégal. Thiaroye se trouve à Dakar, c'est tout à fait normal. J'ai la chance de savoir où ça se trouve. Mais ce n'est pas un débat sénégalais. Et le problème que nous avons, c'est que tant que ce sera le Sénégal tout petit qui le portera tout seul, ça n'aura jamais l'impact qu'on souhaite pour le règlement d'un différend aussi important et qui a un impact et une importance historique qui sont quand même établis. Il faut que le Sénégal, comment dire, trouve une manière d'intégrer tous les autres pays qui avaient des soldats à cette époque-là dans ce camp, parce que c'était des soldats qui rentraient du front de France et qui devaient par la suite rejoindre leurs différents pays. Donc ce n'étaient pas des soldats sénégalais, c'était des soldats de toute l'Afrique coloniale française et c'était des soldats engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, je me souviens lorsque le président français Hollande était allé au Sénégal et qu'il avait été voir avec le président sénégalais de l'époque, même jusque-là, tout ce que, évidemment, les gens avaient retenu, c'était une sorte de différence de traitement entre les soldats, alors que c'était une occasion absolument importante pour le président Macky Sall à l'époque de rappeler, de fédérer l'Afrique autour de cette problématique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de voir quand même que dans les autres pays africains, on semble avoir une totale amnésie historique. Mais comment peut-on être chef d'État dans un pays qui est une ancienne colonie française ou alors un ancien pays sous tutelle française et on pense que le drame de Thiaroye ne vous concerne pas? Pourtant, tout le monde sait que c'est des soldats qui venaient de partout. Et je crois que ça devrait être plutôt une interpellation pour tous ces gens-là, pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils rendent hommage à leurs ancêtres, à leurs anciens compatriotes. Parce qu'en fait, le problème de Thiaroye a un impact beaucoup plus important et représente un atout dans notre manche, dans le jeu avec la France. Bon, alors, le deuxième élément, c'est quoi? Le deuxième élément, c'est que la France, Macron vous l'a dit à Montpellier, ils vont utiliser un certain nombre d'astuces, d'artifices, pour pouvoir réorganiser leurs relations avec l'Afrique. Là, en réalité, la France essaie de faire du soin de l'image. Parce que ces députés, on ne voit pas du tout la raison pour laquelle, lorsque des historiens comme Biram Faye ou plein d'autres ont essayé de faire des recherches sur cette question, où se trouvent les fosses communes, vous dites tel dit qu'il y a 70 morts, mais on a 200 tombes. Les autres disent non, en fait, il y a aussi des fosses communes, mais on ne sait pas où c'est. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu 70 morts, il n'y a jamais eu 200. Alors, c'est quelque chose de terrible. Ça rappelle le massacre de Douala en septembre 1945. Personne ne sait où sont les fosses communes, personne ne sait où sont les tombes, personne ne sait réellement qui a été tué. Et à chaque fois, nous considérons que c'est un problème que la France doit régler, et c'est ce que j'entends dans le discours même des universitaires sénégalais. Ils disent que c'est un problème français. Mais ce n'est pas à la France de régler ce problème toute seule. Si les Africains veulent que ce problème soit réglé, eh bien vous fédérez tous les pays actuels dont les ressortissants se trouvaient à Thiaroye, et ensuite, mais vous n'avez pas besoin d'une autorisation particulière, et c'est quelque chose que je ne comprends pas sur les chefs d'État africains. Vous êtes le président de la République, on vous dit qu'il y a une fosse quelque part, on vous dit qu'il y a un ancien camp quelque part. Mais, enfin, soyez un peu courageux, laissez les historiens aller faire les fouilles, ouvrez le peu de documents que vous avez. L'État français sera toujours malhonnête. En réalité, du point de vue de l'Africain, tout ce qui est européen est malhonnête.
C'est-à-dire que si un Africain n'a pas cette attitude, ça veut dire qu'il ne sait pas être libre. Des gens qui sont venus chez vous ont massacré des gens, ont vendu vos ancêtres comme esclaves, ont colonisé vos pays. Le premier réflexe, c'est de considérer que c'est des gens malhonnêtes. Et quand vous avez des choses comme les massacres, dont vous ne retrouvez aucune trace, c'est-à-dire que le président français vient, Hollande vient, il fait son cinéma. Ah oui, on a retrouvé un dossier de quelqu'un qui serait mort dans un hôpital, mais il n'avait pas été comptabilisé. Ah oui, donc il devrait y avoir des gens qui n'ont pas été... Mais vous êtes sérieux ou quoi? Votre ancien chef commandant d'armes de la place disait qu'il y a 70 morts, mais on a 200 tombes. Et vous venez nous faire du cinéma sur un dossier de quelqu'un qui n'aurait pas été comptabilisé. Ce n'est pas sérieux. La France fait du soin de l'image aux Africains de réagir. Et je crois que, pour sortir, madame, je crois que le gouvernement, le régime Faye, est mis là devant une de ses plus grosses responsabilités historiques. Sauront-ils jouer à fédérer autour de quelque chose qui peut servir de point d'appui pour toutes les revendications contre la France coloniale et néocoloniale actuelle pour que l'Afrique puisse se libérer? Nous avons là une telle opportunité. Ce qui est malheureux, c'est que nous risquons encore de retrouver des gens qui pensent que écoutez, certains étaient mieux traités que d'autres et que certains disent non, c'est trop loin de chez nous, on ne veut pas. Mais tout au moins, il faut que les panafricanistes particulièrement suivent cette affaire. Elle nous permettra de savoir qui veut vraiment défendre l'Afrique, parce que défendre l'Afrique, c'est aussi défendre sa mémoire. Lorsqu'on sait que les Français, les Africains ont mobilisé 4 à 5 fois plus d'hommes, il y a eu 4 à 5 fois plus de soldats africains en France pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Français eux-mêmes, nous devons imaginer que c'est un problème qui concerne fondamentalement l'Afrique. La dernière chose, qui est une indignation, et qui montre, qui justifie pourquoi on a massacré ces gens. On les appelle des tirailleurs. Mais comment pouvez-vous appeler des tirailleurs des gens qui sont battus aux côtés de vos propres concitoyens et qui étaient beaucoup plus nombreux d'ailleurs? Vous les appelez des tirailleurs et vous, ceux qui combattaient, vos propres concitoyens, vous les appelez des soldats. Il y a ces historiens sénégalais qui disent que c'est du racisme, mais c'est normal. On était en période coloniale, la colonisation est fondée, en tout cas française, est fondée spécifiquement sur le racisme contre les Noirs. Merci, docteur Yam Timba, pour ce premier jet sur cette question. Et puis, nous donnons la parole tout de suite à Albert Anatole Haïssi. Des propos des Français, c'est-à-dire tirailleurs français, tirailleurs sénégalais, pardon, ou encore le manque de rémunération qui a été à la base, en tout cas, de cette révolte de ces soldats africains venus de plusieurs pays de la zone ouest africaine et bien d'autres. D'ailleurs, on se retrouve à mitrailler, on va le dire comme ça, plusieurs soldats africains et jusqu'aujourd'hui, l'histoire ne retient que les faits qui sont rappelés par certains médias et aujourd'hui, ce sont des députés français qui mettent le doigt sur cette situation quand même désolante et même horrifiante. Comment comprendre que ce soit les Français et non pas les Africains? Et aussi, Dr Yam Timba l'a peut-être mentionné tout à l'heure, il n'y a que le Sénégal qui est mis en pole position la plupart du temps. Est-ce que cela signifie que les pays comme le Mali et autres ne se sentent pas concernés par cette triste histoire? Écoutez, la gesticulation des députés français a un point positif. Le seul point positif, c'est de reconnaître enfin qu'il y a eu un massacre des officiers français contre les soldats africains à Tiaroy au Sénégal le 1er décembre 1944. Je voudrais, parce qu'ils ont l'habitude de nous faire ces coups-là, les panafricanistes ont été les premiers à remettre en lumière ces problématiques pour exiger la vérité. Plusieurs écrivains africains, dont Laurent Gbagbo, Tapé Goubera, ont écrit sur cette histoire, sur cette affaire-là, le massacre de Tiaroy. Et lorsque vous suivez la version
française de cette affaire, elle est tronquée. Elle est absolument tronquée et volontairement. Quand je parcours, quand je lis, n'est-ce pas, quand je lis le livre de Tapé Goubera et intitulé « De quoi trahir l'Afrique », il y a plein de choses que j'apprends. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les Africains, il n'y avait pas que les subsahariens. Il y avait dans cette affaire les Marocains, les Tunisiens, les Guinéens, je s'entends Guinée-Conakry, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, bien évidemment, les Camerounais, les Tchadiens. Et lorsqu'on parle du chiffre, dans le livre de Tapé Goubera, j'apprends que 1500 soldats africains sont partis de la France pour le Sénégal. C'était 1500. Et qui réclamaient bien évidemment leur prime d'engagement et de démobilisation. C'était 500 francs français à l'époque, en plus d'autres primes liées à d'autres suggestions. Alors il a été promis que ce serait un territoire africain que cela sera réglé. Or, ceux qui ont été massacrés le 1er décembre 1944 avaient déjà l'information selon laquelle les précédents Africains engagés aux côtés de la France avaient subi le même sort, la même entourloupe, c'est-à-dire des fausses promesses. Ils ont donc tenu à ce qu'au moins la moitié leur soit reversée en territoire français et le reste certainement va suivre en territoire africain. Ils ont donc été obligés, d'abord ils ont été désarmés parce qu'ils n'étaient plus armés, ils ont été désarmés et ils ont été forcés d'entrer dans le bateau, ramenés en territoire africain, c'est-à-dire à Thiaroye, et dans l'attente de ce qui leur était dû, selon justement les accords pendant leur mobilisation. Malheureusement, certains qui voulaient rentrer dans leur famille s'empressaient de toucher leur dû. Bien évidemment, l'ordre viendra de De Gaulle, parce que c'est De Gaulle qui donne l'ordre de les massacrer. Ils sont donc massacrés. Et la première version, parce qu'il y a plusieurs versions, la première version française dit qu'il s'agit d'une mutinerie. Il ne s'est jamais agi d'une mutinerie. Jamais. Ça s'est passé le matin. Comme c'est pas dans tous les, j'ai envie de dire, tous les camps militaires, si vous voulez, dans tous les garnisons militaires, ça dit, il y a le rassemblement des troupes, les hommes, et puis il y a une communication de la hiérarchie, et puis ils ont été passés aux armes. Ils n'étaient pas armés. C'est important que cela soit dit. Maintenant, deuxième mensonge d'État, parce que c'était mensonge d'État. Le nombre, tout à l'heure, il y a un petit mal le disait. Jupiter n'a reconnu que 10 morts, récemment, je crois, 10 morts pour la France. Je crois 10. 6 morts pour la France. Une insulte à la mémoire de ces valeureux hommes et femmes, parce qu'il y en avait également, qui ont délaissé leur famille, leur patrie, quelquefois enrôlés de force, pour la plupart, qui servaient de chair à canon parce qu'ils étaient en première ligne. Et c'est une insulte dans la mémoire de ces femmes-là, ces hommes-là qui sont tombés pour libérer un pays qui était occupé. Et qui a décidé de blanchir l'histoire. C'est-à-dire que, volontairement, une fois de plus, De Gaulle a décidé d'habiller les gueux, les badauds, en treillis, pour ne pas que les Africains qui ont libéré la France défilent, je crois, sur les Champs-Élysées. Donc, ce qui s'est passé à Thiaroye le 1er décembre 1944, d'abord, c'était un crime raciste, c'était un crime de guerre. Je ne veux pas croire qu'on ne peut pas nous opposer. Il y a un point juridique que certains veulent nous opposer pour occulter ce crime.
à savoir que la loi n'est pas rétroactive. Non, la loi peut être rétroactive sur cette question. Même s'il faut créer un Nuremberg 4, il faut créer un Nuremberg 4 sur cette question. Pourquoi est-ce qu'ils ont reconnu la Shoah? Puis, vous en avez qui vous disent qu'ils ne peuvent même pas demander pardon. Ni pour ce cas-là, ni pour l'esclavage, la traite négrière, ils ne peuvent pas. Mais pourtant, ils demandent pardon et procèdent même à des compensations financières quand il s'agit des génocides arméniens de la Shoah. Mais quand il s'agit de la traite négrière, du massacre de Tiaroy, le langage et la posture changent. Il y en a même qui nous traitent de révisionnistes. C'est-à-dire qu'on nous reproche de questionner l'histoire, de questionner les faits. Ce que les députés français sont en train de faire, c'est de la manipulation et de la gesticulation. L'histoire, je reprends à mon compte les propos de Yamtou tout à l'heure, il n'y a pas que le Sénégal qui puisse s'approprier ce fait historique. Ça s'est passé certainement sur son sol, oui. Mais ça concerne les autres pays, mais pas seulement, parce qu'il s'agit avant tout de la race noire. Parce que tous ces gens ont été massacrés parce qu'ils étaient des Noirs. C'est important de préciser. Donc je pense que il nous appartient, il appartient aux Africains d'exhumer cette histoire pour véritablement en déceler les tenants et les aboutissants, les moins des petites ficelles. Ce n'est pas le presseur ou le criminel qui viendra vous dire la vérité sur son crime. C'est logique, hein? C'est une logique. C'est une logique. Ce n'est pas le criminel. Le criminel va toujours se justifier, va chercher à faire du dilatoire. Bref, ce n'est pas lui qui viendra vous révéler la vérité sur les faits qu'il a commis. Il appartient à la victime, ou moins aux ayants droit, d'exhumer les faits, de questionner l'histoire et surtout d'établir les responsabilités. C'est ça qu'il est question. Il faut établir les responsabilités parce que quand nous parcourons cette histoire, c'est-à-dire le pèlerinage de Gaulle, qui n'était pas en France, parce qu'il était combattu par ses propres compatriotes, qui étaient en exil à Londres, qui vient en Afrique solliciter les hommes, les ressources humaines, les ressources financières, parce qu'il en a collecté. Quand j'ai lu le parcours du livre de Tapé Goubera, c'est là où j'apprends cela, De Gaulle a collecté près de 80 millions de francs. Ok. On leur donne des denrées alimentaires. Ils ne sont pas évalués. Sans oublier les copines. Est-ce que c'est ce... En retour, je ne suis pas certain que quand quelqu'un vous fait du bien, c'est comme ça que vous devez le remercier. Donc nous pensons que ce qui s'est passé hier va se reproduire et il nous appartient à nous, Africains, de mettre un terme et surtout d'imposer le respect et surtout la vérité des faits. Merci Albert, Anatole, Haïssi, Dr Yam Timba. Nous allons terminer sur ce sujet d'accueil avec deux réactions encore de vous, bien sûr, à savoir Yam Timba vous-même et Albert Anatole Haïssi. Vous avez tout à l'heure mentionné les actions qui pourraient être posées par les autres pays africains, mais surtout appeler au leadership du Sénégal dans ce triste fait de l'histoire en 1944 qui s'était produite justement sur le territoire sénégalais. Pensez-vous qu'il est aujourd'hui du droit du Sénégal ou encore que le Sénégal est en même de réunir ainsi les autres pays concernés par ce massacre de Tiaroy, ou simplement que les pays africains devraient à l'unisson parler et se réunir afin de réclamer la justice avant même que cette justice ne soit réclamée par les députés français, notamment ceux de la gauche? Je pense qu'on n'invite pas les gens au deuil. Quand il y a un deuil, on ne vous invite pas. Ouais. Vous vous sentez concerné, parce que c'est votre cousin, c'est votre voisin, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est dans le quartier. Vous vous levez, vous allez au deuil. On n'invite pas les gens au deuil. Le Sénégal, au fond, devrait être, je pense, félicité d'avoir au moins fait l'effort de maintenir vivante la mémoire de Tiaroy. Ils n'ont peut-être pas obtenu des résultats significatifs, mais au moins, le monde entier sait que ça existe, qu'il y a eu un problème.
Je vais, en continuer, je fais une petite... les gens viennent nous raconter des histoires. Il faut qu'ils arrêtent. L'Afrique n'est pas peuplée de singes et d'arbres. Voici les équipements, en tout cas ceux qu'on a reconnus officiellement, qui ont participé au massacre. Tout au moins, comment essayer à organiser. 3 compagnies, c'est le général commandant supérieur de Boissel, c'est son rapport. C'est une dame qui s'appelle Armelle Mabon qui aurait fait une synthèse dessus en 2014, je crois, pour aider le président français Hollande à en savoir davantage, puisqu'il se rendait au Sénégal pour célébrer ça. C'est le 70e anniversaire. Donc il y a eu 3 compagnies indigènes, un char américain, 2 half-tracks, 3 automitrailleuses, 2 bataillons d'infanterie, un peloton de sous-officiers et hommes de troupes français. Voilà ce qu'on a déployé à Thiaroye pour tirer sur les gens. J'aimerais juste m'arrêter sur un seul équipement, les automitrailleuses. À l'époque, les automitrailleuses, c'était 1050 coups par minute. Il y en avait 3. Ça veut dire que si ça n'avait duré qu'une seule minute, il y aurait eu 3150 coups tirés. Je vous rappelle que quand vous recevez une munition d'une automitrailleuse, ça vous transperce. Il n'y a pas d'histoire d'aller à l'hôpital ou des choses comme ça. Ce n'est pas possible. C'est des choses qui coupent des branches d'arbres. Donc, si ces automitrailleuses ont été utilisées pendant 10 minutes, Canage. On a eu 31 500 coups tirés. 31 500. Si on a tiré 31 500 coups, je parle de simplement 10 minutes. Et combien de gens ça a pu tuer? Combien? Regardez, la chair de poule, j'en parle. Combien de gens? 31 500 coups, combien de gens sont morts? Ce n'est pas une histoire où on tire 2 fois. Et on vous rappelle que les gens ont été... on a achevé les gens à l'hôpital. Donc, ceux qui... pas extraordinaires se sont retrouvés blessés, ont été achevés à l'hôpital. Quand vous avez un tel déploiement et les gens viennent vous raconter qu'il y a eu 70 morts. Certains parlent de 35, les rapports français. Mais ils prennent les gens pour qui? Mais c'est cette malhonnêteté fondamentale qu'il faut absolument la dénoncer. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, pourquoi est-ce qu'il s'accroche tellement à Thiaroye? Mais il y a eu Ansirabé, il y a eu Douala, il y a eu plein d'autres zones où il y a eu des massacres. Il y a eu le massacre en RCA Ouizon, à l'époque Lubangui Chari, ils avaient tué la moitié de la population avec Karinou. Il y a eu si vous venez dans un pays comme le Cameroun, c'était peut-être pas le retour de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être pendant la guerre d'indépendance. Yonga Dima, 8000 habitants a disparu de la surface de la terre. Puisque les gens s'imaginent. Ibohond, c'est un village qui était sur un plateau, qui avait autour de, dit-on, entre 5 et 10 000 habitants, disparu en une journée. Vous comprenez, et disparu pourquoi? Parce qu'on a utilisé des automitrailleuses montées sur hélicoptère, du napalm, etc. Donc le village a été brûlé. La seule personne qu'on a exfiltrée la veille, c'était le prêtre. Et les gens n'avaient pas compris pourquoi le prêtre s'en allait. Donc le prêtre qui était là, qui était un blanc, il avait été informé, on lui a demandé de partir et on a resté brûler le village après lui. Voilà les gens auxquels nous avons affaire. Et toutes ces choses-là, vous prenez Équité, 500, on vous dit qu'il y a eu là aussi on a fait usage d'automitrailleurs, 500 morts en 45 minutes. Ils ont tiré pendant 45 minutes, il y a eu 500 morts. Les automitrailleurs, c'était au moins 1050 coups à la minute. Si on a tiré pendant 45 minutes, combien de gens sont morts? On vous dit que c'était 500 morts. Bon. Vous allez à la Méché, à Bansoa, vers Bansoa là-bas. Combien de gens y sont morts? Combien? Vous allez à tous ceux qui ont été massacrés dans la zone de Nkonsamba. Là, je parle peut-être du Cameroun parce que c'est tout à côté. Mais, et ce n'est pas tout. Vous avez tellement de massacres perpétrés par les Français en Afrique qu'on se demande si on avait affaire à des êtres humains ou à des animaux. Même les animaux ne massacrent pas les gens. D'ailleurs, les animaux ne tuent que pour manger. Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas qu'il y ait des animaux qui tuent pour le plaisir de tuer. Quand un animal attaque un autre animal, c'est toujours pour manger, pour se nourrir. Ou se défendre. Ou se défendre. Oui. Il ne me semble pas qu'il y ait une autre raison.
Ici, on exécute 8000 personnes et une ville disparaît de la surface de la terre. Et Bokound aujourd'hui, c'est un village totalement abandonné où les habitants ont essayé de s'y rendre il y a 20 ans pour voir si ils pouvaient se réinstaller. Le gouvernement du Cameroun leur a demandé de ne pas s'y rendre parce que les effets du napalm n'étaient probablement pas définitivement finis pour qu'ils puissent occuper la terre qui devait être polluée encore. Donc lorsque les Français viennent nous parler de Tiaroy tout le temps, en réalité c'est de la poudre de perlimpinpin pour qu'on ne s'occupe pas du reste. C'est exactement la même stratégie que l'Europe a quand elle nous fait des fixations sur l'île de Gorée. Mais est-ce que les gens imaginent que l'un des principaux ports c'était Bimbia? Et que personne n'en parle? D'ailleurs, tout est fait pour que vous ne rappeliez pas que les Bimbians existaient. Et pourquoi l'un des principaux ports, c'était par exemple les zones d'Angola. Là, l'Angola aujourd'hui. Pourquoi on n'en parle jamais? Les zones comme Zanzibar. Mais on ne parle jamais de ça, on fait des fixations sur Tiaroy. En réalité, c'est parce que vous parlez d'un pays qui est le Sénégal et qui n'a pas nécessairement un impact continental et qui est situé à une zone contrôlable. Une zone où il n'y a pas beaucoup de frondeurs. Le Sénégal a obtenu son indépendance de façon négociée, calme. Ils ont fait un deal avec les Mourides en 1830 qui leur permettent aujourd'hui, parce qu'ils sont arrivés à Saint-Louis, c'est 1830, qui leur permettent aujourd'hui d'être présents au Sénégal, mais on sent que la jeunesse sénégalaise commence à dire il faut que ça s'arrête. Et lorsque vous leur parlez de pays frondeurs comme le Cameroun, où ils ont subi une guerre, ils ont énormément de mal à vouloir faire vivre la mémoire de ce qui s'est passé. Mais ici à Douala, la mémoire collective parle de 5000 morts tués à Douala. Allez demander à la plupart des gens quel est ce plan assez bizarre d'ailleurs où vous avez une histoire qu'on appelle boulevard Leclerc, je ne comprends pas comment on appelle ce genre de choses encore à Douala, qui vient et qui aurait dû passer tout naturellement, tout droit pour aller jusqu'à Bonamoussadi et évacuer, fluidifier la circulation. Pourquoi on ne passe pas par là? Pour quelle raison est-ce que cette route-là ne passe pas par là? Et vous avez donc une zone qui est presque abandonnée. Il y a un problème, c'est que pas loin de là, il y a eu le fameux massacre de septembre 1945. Donc nous pensons, moi ce que je pense, pour point n'est besoin de s'étendre davantage sur ce sujet, je pense que le Sénégal, madame, fait ce qu'il peut. Mais le Sénégal doit faire plus. Là, nous avons de nouveaux dirigeants qui ont proclamé leur panafricanisme en arrivant, etc. Eh bien, le panafricanisme ne se proclame pas. C'est une action, le panafricanisme. Donc, en tant que tel, ils doivent donc comprendre que l'Afrique attend d'eux qu'ils fédèrent. En tout cas, nous, les panafricains, nous attendons d'eux qu'ils fédèrent tous les pays qui avaient des ressortissants. Et même, d'ailleurs, pas besoin d'aller les chercher. Vous avez besoin pour le moment de partir sur le principe que tous les pays qui étaient sous domination française à l'époque ont participé. Vous les fédérez en leur disant autour de la mort de nos compatriotes, il n'y a pas de politique politicienne. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on s'entende, on ne s'entend pas. Ça n'a rien à voir. Encore que la voiture du fameux général Dagnan qui va exécuter avec Bois-Boissel ce massacre-là, il y avait 400 Maliens qui devaient rentrer chez eux. Bon, est-ce que le Mali a reçu 400 personnes? Il y avait 400 Maliens, ce sont eux qui avaient arrêté la voiture du général pour dire qu'ils ne recevaient pas leur solde. Alors, ces Maliens sont-ils tous rentrés? Et les gens viennent vous parler de 70 personnes, de 35 personnes, de 6 personnes. Il y a là un gros problème. Il faut qu'ils fédèrent. Mais comme on n'invite pas les gens au deuil chez nous, chacun doit se sentir concerné, se lever et aller vers le Sénégal, parce que malheureusement, il y a quand même un autre principe de nos traditions, c'est que si un événement a eu lieu ou se tient quelque part, c'est ceux qui sont les propriétaires du terrain là, qui sont les maîtres. On doit leur laisser le leadership naturellement. Donc tout le monde doit laisser le leadership au Sénégal, c'est compréhensible. Sauf que chacun doit se lever spontanément. On n'a pas besoin de les inviter. On n'a pas besoin de dire aux gens, mais vous avez perdu des compatriotes là-bas il y a 10 ans, il y a 60, 80 ans. Non, c'est vous qui devez chercher à savoir, mais qui a participé à la Première Guerre mondiale, qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que tous nos anciens combattants étaient rentrés, quels sont ceux qui sont partis, quels sont ceux qui ne sont pas partis. À partir de là,
vous reconstituez votre propre mémoire historique pour vos enfants. Le problème, et c'est là où nous ne cessons de dire, il nous faut ces 10 000 élus panafricanistes à la tête de nos États. Parce que si on a des gens qui ont une certaine sensibilité, ils vont le faire. Mais si on a des gens qui ont une autre sensibilité, il est fort évident que cela ne fera pas partie de leur priorité. Pourtant, l'histoire, c'est la base de la vie. Ce qui s'est passé, c'est ce qui nous permet de nous comprendre, de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et de mieux construire ce que nous vivrons demain. Donc, en gros, les parlementaires français, eux, je les comprends. Je n'insiste pas trop sur leur action parce que pour moi, c'est du maquillage, c'est du soin de l'image, c'est de la manipulation, c'est une opération de communication. Pour la France, qui sent que la Russie et l'Amérique risquent de s'entendre sur le dos de l'Europe, maintenant que Trump est arrivé au pouvoir, et que de toutes les façons, la France perd du terrain, la Russie et la Chine et les BRICS paraissent comme les nouveaux amis, et donc il faut créer des opérations de communication comme celle-là pour essayer de retrouver une espèce de sympathie des Africains. Malheureusement, je crois que c'est un peu tard et que ce qui compte pour les Africains aujourd'hui, c'est de s'organiser, de se fédérer, de se rassembler, de se regrouper autour de cet événement-là qui est extrêmement important pour notre histoire, dans l'histoire avec la France, et qui peut nous servir de levier pour pouvoir définitivement sortir de l'influence française. Merci, Dr Yamtimba. Albert Anatola, ici, vous partagez ce point de vue. Se servir aujourd'hui de ce fait historique pour se débarrasser définitivement de la France, mais surtout lui demander des comptes de façon vive. On parle de plusieurs pays africains, pas seulement du Sénégal. Alors pourquoi ne pas fédérer, comme cet appel qui est lancé aujourd'hui sur ce plateau, afin de mettre la France dos au mur et de permettre à ce que la vérité soit dite une bonne fois pour tous, avec la participation, pourquoi pas, d'une commission qui, elle, serait africaine. Je crois que le problème commence par là. C'est-à-dire que ce n'est pas Paris qui doit suggérer aux États africains la création d'une commission constituée de cerveaux blanchis, d'artistes, de peintres, je ne sais pas quoi, qui ne comprennent rien et puis qui roulent pour le criminel. Je crois que cette affaire doit être réglée entre Africains et pas les Africains. À l'image de ce qui se passe actuellement qui s'est passé du côté du Sénégal, qui a réécrit l'histoire générale du pays, à l'image de ce qui s'est passé au Togo, à l'image qui est en train de se passer actuellement du côté du Niger, où le président de la transition a créé un comité de réécriture de l'histoire générale du pays. Et ce comité n'est pas constitué de cerveaux blanchis, de collaborateurs. Mais ce comité est constitué d'historiens, d'universitaires, d'archéologues, de chercheurs nigériens. On n'est pas allé chercher les guitaristes, n'est-ce pas, quelque part, pour venir réécrire l'histoire, n'est-ce pas, du Niger. Dès lors que vous avez, c'est quelqu'un qui, c'est le criminel, qui vous donne les outils pour élucider les crimes qu'il a commis, il y a un problème. Il y a un très gros problème. La deuxième chose, et c'est important, on ne peut pas que se limiter sur l'histoire de Tiaouraï. Il y a convoqué d'autres événements tragiques, historiques, commis par la France. Il y a l'Algérie qui a également été victime, n'est-ce pas, des atrocités, des crimes de la colonisation française. Les pieds noirs. Quand vous voulez aujourd'hui, vous constatez que du côté de l'Algérie, il y a régulièrement des poussées de figures entre les dirigeants français et les dirigeants algériens. C'est du fait de l'histoire. C'est important. Parce qu'on a tendance à vouloir oublier ou occulter quelques aspects de cette histoire-là. La troisième chose, c'est quoi? C'est que, en réalité, nous avons le devoir, nous avons le devoir historique de non seulement de demander des comptes à la France, mais pas seulement la France, la Belgique, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, qui ont commis des atrocités sur le continent africain pendant la période coloniale. C'était une période pas possible. Cette histoire doit être enseignée. Doit être enseignée, réécrite et enseignée à notre jeunesse.
je n'ai pas compris pourquoi est-ce que les ouvrages qu'on avons eu le privilège de lire, comme le mandat, retour d'un pays, cahier de retour au pays natal, une saison sèche, une saison blanche et sèche, entre autres, Ville cruelle, c'est-à-dire ces ouvrages-là qui nous rappelaient notre mémoire ont été, comme par hasard, évacués du programme scolaire. Ça doit revenir. Il faut que ces ouvrages-là reviennent dans le programme scolaire pour enseigner notre jeune. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que un Camerounais, un jeune Camerounais ne connaisse pas l'histoire de Rodolphe de Mangabel, de Oumniobé, mais il connaît parfaitement l'histoire de De Gaulle, qui est présenté comme un héros dans son pays, alors que du point de vue des Africains, c'est un criminel, un génocidaire. Comme mon enfant maîtrise, connaisse mieux l'histoire de Claire, alors que c'est un criminel. Vous avez même des rues qui sont pavoisées, les monuments qui sont pavoisés, Général de Clerc, De Gaulle, Faidherbe, qui était un criminel également. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment. Vous ne verrez nulle part en France un monument dédié aux Africains qui ont libéré la France. Alors que les Africains ont sacrifié. La France doit aux Africains une dette de sang. Même si vous avez une raciste qui, ignorant de l'histoire de son pays, qui prétend que la France ne doit rien à l'Afrique. Mais l'Afrique doit une dette de sang à l'Afrique. Parce que sans les Africains, courageux, déterminés, la France ne serait pas libérée. Il faut leur dire. Il y en a qui disent que oui, bon, il ne faut pas faire dans l'émotion, la France a été colonisée. Mais qu'est-ce qu'on a foutu si la France a été colonisée? Nous parlons de notre histoire. Donc, comme la France a été colonisée, là je prends n'est-ce pas, les propos d'un autre raciste qui prétend que non, on n'a pas à avoir des émotions parce que la France a été autant colonisée que c'était un pays africain. Je n'ai pas des émots. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en réalité, donc comme la France a été colonisée, la France a le droit de coloniser, de refaire les mêmes choses que ces populations ont suivies aux autres peuples. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Donc, nous avons donc la responsabilité, Madame Abegoudé, de mettre un terme à cela. Mais ça va être un peu plus difficile parce que la plupart des dirigeants que nous avons ne sont pas des patriotes, ne sont pas des panafricanistes, ne sont pas des nationalistes, ce sont France-Africains, pour la plupart. Et là, c'est un gros problème. Donc il faut donc un changement de leader politique, il faut un changement de paradigme politique, un changement de leader politique, notre leadership politique qui, je veux dire, constitué de patriotes, de panafricanistes, nationalistes, qui va imposer à la France d'abord de reconnaître ses crimes. Comme l'Algérie lui rappelle régulièrement cela. Pas seulement les crimes commis sur le territoire algérien, mais les autres crimes, notamment les essais nucléaires que la France a procédé au Sahara algérien et qui ont justement détruit non seulement une partie de la population algérienne, mais également l'écosystème. Il n'y a que les patriotes et les nationalistes pour s'engager, pour avoir le courage de poser de tels actes. Mais si ce sont, n'est-ce pas, nos prochains opposants là, qui vont certainement remplacer n'est-ce pas, les dirigeants actuels, ça va être un peu plus compliqué que ça. Merci à vous, Albert Anatole, ici, ainsi que Dr Yam Timba, pour votre expertise apportée dans le cadre de ce programme, notamment sur cette thématique concernant le massacre de Thiaroye. À présent, parlons de l'actualité en Afrique de l'Ouest, toujours au Mali particulièrement, où des terroristes dans le nord du pays ont été, on va le dire comme ça, aidés, selon certaines informations, par des drones et autres matériels
matériel ukrainien. Des armes ukrainiennes ont donc servi à massacrer les populations dans le nord du pays et dans d'autres localités aussi, d'autres régions aussi du Mali. Des terroristes dont l'Ukraine avait affirmé son soutien publiquement, on s'en souvient, depuis le Sénégal, à travers une page publique et officielle réservée à l'ambassade de l'Ukraine sur le territoire sénégalais. Docteur Yam Timba, on connaît l'Ukraine comme celle qui est toujours en train de réclamer les armes dans sa guerre contre la Russie, toujours en train de réclamer plus d'aide militaire sur son territoire afin de survivre à cette guerre justement sur son territoire. L'on connaît aussi l'Ukraine comme un pays dont la corruption n'est plus approuvée, et ce serait peut-être en lien avec cet état de choses que cette information revient à être publique, des armes ukrainiennes entre les mains des terroristes sur le territoire malien. Faut-il penser manipulation ou alors vérité ? Écoutez, dans un cas comme dans l'autre, on trouvera ce qui est constant, c'est qu'on trouvera l'Ukraine. Et on parlera de l'Ukraine. C'est ça qui est constant et c'est ce qui est le plus important. Il faut savoir s'indigner quand même. Et moi, j'ai été très surpris de la réponse de l'Ukraine lorsque le Niger, solidairement avec le Mali, a rompu ses relations diplomatiques avec ce pays. Et voici ce que le ministre du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine dit. L'Ukraine adhère inconditionnellement aux normes du droit international. Je ne sais pas si le nazisme est une norme du droit international. Et se réserve le droit de prendre toutes les mesures politiques et diplomatiques nécessaires en réponse aux actions inamicales. J'aimerais savoir quelles sont les actions inamicales que le Mali a posées contre l'Ukraine. Peut-être ses relations avec la Russie. Ah, donc maintenant, l'Ukraine, c'est une espèce de bébé capricieux qui choisit qui doit être ami avec qui dans le monde. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien dans cette histoire. Le Mali, vous dites, vous réagissez aux actions inamicales. Le Mali vous a fait quoi? Le Niger vous a fait quoi? Parce que le Niger est ami avec la Russie, alors ça veut dire que c'est une action inamicale. Bon, pendant qu'on y est, les États-Unis achètent l'uranium à la Russie, discutent avec la Russie, c'est pas votre grand ami? Bon, enfin, je comprends pas. Les gens sont dans un délire de persécution qu'ils ont créé eux-mêmes, parce que les affaires de Maïdan et qui ont précédé Maïdan, il ne me semble pas que c'est les Maliens qui sont allés les créer. Les Maliens ne sont pas allés créer la situation du Donbass. Les Maliens n'ont rien à voir avec la Crimée. Les pauvres, ils ne savent même pas du tout. Bon, enfin, ils regardent ça comme tout le monde, mais il ne me semble pas que ce soit eux qui aient envoyé, parce que parallélisme des formes, qui aient envoyé des informations géospatiales aux Russes. Et il ne me semble pas que ce soit les Maliens qui aient envoyé des armes, des militaires, etc. aux Russes pour faire tout ça. Si on part sur le fait que, vous envoyez des drones, vous envoyez des informations parce que vous estimez que des gens posent des actions inamicales contre vous. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que sur votre plateau, il y a quelques jours, on parlait de cette attitude américaine qui a consisté à aller dépenser de l'argent partout et à ne pas s'occuper des États-Unis. Ça a généré des monstres comme les Bill Gates. Mais les Bill Gates naissent du fait que l'État américain finance de moins en moins les priorités de l'État américain et finance donc des guerres partout dans le monde. Mais comme vous n'avez pas assez d'argent pour financer la santé, quelqu'un qui lui en a un peu va le financer et va contrôler ces secteurs. Voilà comment des monstres émergent. Il faut faire attention, l'Ukraine risque de devenir un monstre que les Américains vont terriblement regretter. Vivement que Trump vienne aider à mettre fin à cette guerre. Parce que il me semble que on vous dit, vous avez aider des terroristes dans un pays. Vous dites que vous répondez aux actions inamicales. C'est vous-même, personne ne vous a posé de questions, qui êtes venu dire que vous les avez aidés. Et après, vous faites des correctifs. Je crois que ce qui, moi, m'intéresse le plus dans cette affaire, encore une fois, c'est d'interpeller les Africains. Parce que si les gens peuvent s'amuser comme ça, en Afrique,
En fait, c'est parce qu'ils le peuvent. Vous croyez que l'Ukraine peut raconter des balivernes comme ça concernant la Corée du Nord? Est-ce qu'ils peuvent essayer de faire ça? Un missile balistique intercontinental va arriver 2 minutes après. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec la Corée du Nord. Là, dans le cas d'espèce, ils vont faire ça avec du Mali et vous dire on prend toutes les mesures. Mais le Mali va le faire quoi? Le Mali n'a même pas d'avion pour arriver chez eux. C'est ça le problème. Quand je dis non pas d'avion, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité militaire pour aller, si vous voulez, faire des représailles. Donc, il faut que nous, les Africains, comprenions une chose. Nous sommes dans un monde dans lequel la force arrête la force. La propagande ne peut être faite de façon influente que par ceux qui ont la force de faire respecter leur propagande. Si vous avez... L'Ukraine peut se permettre de dire que aller donner des armes, des informations de caractère, de type militaire aux terroristes au Mali est une chose qui relève du droit international, mais c'est parce que l'Ukraine estime qu'ils peuvent le dire, les Européens vont le soutenir, les Américains vont le soutenir. D'ailleurs, pour preuve, est-ce que vous avez entendu l'Union européenne protester? Est-ce que les Américains ont protesté? Personne n'a condamné l'Ukraine. Et si personne ne l'a fait, ça veut dire qu'ils étaient absolument d'accord avec cette action-là. Et l'exportation du conflit ukrainien en Afrique, on le sait déjà au Soudan, ça a été sérieusement évoqué. Et vous avez donc cette autre tentative qui a été menée au niveau du Mali. Et Tinzaouaten, c'est quelque chose, ou quand même, c'est quelque chose qui restera dans la mémoire. Et j'ai peur que des générations de Maliens, dans l'avenir, décident de se venger. Je ne crois pas qu'ils laisseront ça impuni. Je ne suis même pas sûr que la Russie laissera ça impuni. Et lors des négociations de paix avec l'Ukraine, je suis sûr que ce point sera évoqué. Parce que la Russie a perdu des dizaines de militaires, de citoyens là-bas et de militaires là-bas. Lorsqu'un État prend ce genre de risque, alors qu'il est collé à un voisin dont il ne se détachera jamais puisqu'il partage la même frontière, je me demande quelle est la projection stratégique de ces dirigeants. Parce que vous pouvez être au Mali et dire au Chili que de toute manière, on s'en fout. Le Chili est loin. Ou alors vous êtes au Chili, le Mali est loin. Mais vous êtes là. Vous avez la même frontière avec la frontière avec la Russie. Et vous exécutez des soldats russes au Mali. Parce que vous n'allez pas, comme si vous donnez les armes, ça veut dire que c'est vous qui les avez exécutés. Et c'est sur ce principe que la Russie se fonde pour dire, par exemple, tout ce qui autorise l'utilisation d'armes, de missiles d'une certaine catégorie sur son territoire, c'est eux. Ils sont considérés comme étant eux, ceux qui les utilisent, et donc c'est une attaque directe contre la Russie. Donc ce que l'Ukraine fait en allant assassiner des soldats russes au Mali, mais l'Ukraine en rajoute à son passif dans le conflit qui a cours actuellement en Ukraine. Donc, je crois que les Africains, dans ce genre de situation, et c'est peut-être ça aussi, je vous disais, je les interpelle, je voudrais conclure par là, qui me désole. Là où la CEDEAO devait faire preuve, devait sortir de sa torpeur et dire quand même au monde qu'elle existe, on n'a rien entendu. Mais c'est là où la CEDEAO doit donc dire, bon, Mali, nous voulons que vous reveniez, Burkina Faso, Niger, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui arment les terroristes chez vous. Mais c'est l'un des reproches que ces gens-là leur ont opposé lorsqu'ils se retiraient de la CEDEAO. On ne les a pas beaucoup entendus. La fameuse Union africaine, je n'ai pas le sentiment de l'avoir extraordinairement entendue, même que cette Union africaine a été dotée d'une institution de gestion du renseignement en Afrique. La Guinée équatoriale a offert les ressources, un bâtiment et puis les premières ressources financières. Mais la question que je me pose, à quoi ça sert si on n'en entend jamais parler? Et in fine, la question est également celle de savoir pourquoi il n'y a que les panafricanistes qui montent au créneau. Les autres Africains, qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire? Pourquoi il n'y a que les panafricanistes qui disent c'est inacceptable, c'est anormal? Pourquoi les autres Africains font comme si ça ne les concernait pas? Comment un chef d'État africain, on dirait qu'ils sont là au pouvoir, ils ne se souviennent pas de ce qui est arrivé à Kadhafi ou à Gbagbo. On s'est tu, on n'a rien fait.
Et ça a permis de détruire des pays. Et cette destruction de ces pays par le bloc occidental, mais pourquoi les autres pays africains croient qu'ils n'y sont pas? Demain, quand l'un d'eux voudra s'opposer et que des Ukrainiens iront armer des terroristes dans leur pays, qu'est-ce qu'ils diront? Mais s'ils avaient protesté lorsque Tinzaouaten est arrivé, les gens sauraient au moins qu'il y a une ligne rouge que les Africains ont indiquée et il vaut mieux ne pas la franchir. Une fois de plus, on appelle à l'unisson sur le territoire africain. Merci, docteur Yam Timba. Albert Anatole, ici, on se souvient du chef du renseignement ukrainien qui avait mentionné que la Russie était un ennemi pour l'Ukraine. Alors l'Ukraine avait totalement le droit sur tous les territoires du monde entier, se basant sur le droit international, de réagir. Ainsi, le Mali avait été ciblé comme lieu où réagir sur les attaques ou encore la guerre qui existe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Ainsi, à Tinzaouaten, plusieurs soldats ou encore instructeurs russes avaient perdu la vie, ainsi que des soldats maliens, évidemment. Aujourd'hui, on parle de cette information qui vient attester de ce que le matériel utilisé par les terroristes sur le territoire malien, notamment dans le nord, proviennent forcément de l'Ukraine. Faut-il crier à l'étonnement ou simplement prendre acte et dénoncer cela, Albert Anatole, ici? Mais déjà, comment comprendre cette provenance? Sur notre plateau que j'ai partagé avec Yam Timba, oui, il y a un peu plus de 2 ans de cela, nous avions dénoncé la présence des armes occidentales fournies à l'Ukraine qui se retrouvent sur le continent africain. Il y en a qui nous ont pris pour des fêlés. Et effectivement, comme d'habitude, plus tard on a eu raison parce que les armes ukrainiennes sont retrouvées en Libye, avant au Soudan, en Mauritanie. Donc, parce que dans ce contexte-là, Macron nous avait annoncé dans un discours que l'Europe doit se préparer à une guerre de haute intensité contre un pays européen sur le territoire africain. Bien évidemment, ce pays européen, c'est naturellement la Russie. Et en territoire africain, c'est l'Ukraine qui met la guerre de proxy. Yam Timba l'a tout à l'heure rappelé. L'armée ukrainienne, les soldats ukrainiens sont présents au Soudan, aux côtés des forces spéciales rapides. Les Ukrainiens sont présents en Libye. Ce qui s'est passé à Tinzaouaten il y a quelque temps du côté du Mali était connu des Américains. La planification de cette attaque, le renseignement, a été fourni par qui? Je crois que vous avez souvent entendu parler d'Africacom. C'est un commandement américain en territoire africain. Je crois que ça devrait vous parler. Mais avant cela, vous avez les combattants, s'il faut les appeler ainsi, du CSP, qui sont allés se former en Ukraine au maniement des drones. Les drones fournis par qui? Les drones fournis par l'Ukraine, pas le gouvernement ukrainien. Mais avant cela, je crois que nous sommes en avril 2024. Kiev a décidé de déployer en territoire africain des forces spéciales ukrainiennes pour venir faire une sorte de pied de nez à la Russie, qui est justement considérée par eux comme étant ennemi à perturber dans tous les théâtres d'opération. Il est reproché aux Africains d'avoir refusé de s'aligner derrière les positions atlantistes contre dans le contexte des sanctions contre la Russie. Ce qui est reproché n'est-ce pas, aux Africains. Donc, dans le contexte actuel, nous constatons donc 2 choses. La première, c'est que il n'y a pas eu de condamnation lorsque il s'est avéré que l'ambassadeur ukrainien basé à Dakar a reconnu et a même félicité, s'est réjoui de ce carnage.
repris par le chef de renseignement ukrainien, relayé dans les médias ukrainiens. Il n'y a pas eu d'indignation du bloc occidental. Parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'un acte terroriste. Dès lors qu'un État qui a une forme légale combat ou bien soutient les terroristes, ça devient un État terroriste. Donc l'Ukraine est désormais un État terroriste. Ce sont eux qui disent combattre le terrorisme. Mais ils ont quand même un allié qui soutient le terrorisme au Sahel, qui combat aux côtés des terroristes, qui tue les populations. Il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a ni d'indignation sélective, parce que c'est normal. En plus, c'est le continent africain qui est visé. Il n'y a rien à voir, il faut circuler. La deuxième chose qu'il faut dire, et là ça concerne les Africains, c'est que depuis la survenue de ces événements, je suis quand même surpris que les emprises diplomatiques ukrainiennes sont toujours fonctionnelles sur le continent africain. Il y en a même d'autres qui s'ouvrent. Alors que logiquement, l'attitude à adopter aurait consisté non seulement à condamner ces attaques, cet ingérence de l'Ukraine dans les contradictions africaines, mais surtout à fermer carrément et tout simplement les ambassades ukrainiennes sur le territoire africain. Ça n'a pas été fait. Même au Sénégal, qui a connu au début de ce qui se passe actuellement en Ukraine, une tentative d'enrôlement de ses concitoyens par le même ambassadeur ukrainien. C'est quand même surprenant. La troisième chose, je vais sortir par là, je crois que pour régler les questions de mépris que les autres manifestent vis-à-vis des Africains, il est important que les États africains, en attendant qu'ils soient dotés d'une arme de dissuasion, signent des pactes de sécurité avec des pays qui n'est-ce pas, qui détiennent les armes de dissuasion, comme la Russie. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que les États africains devraient signer des pactes de sécurité avec l'Iran, pourquoi pas avec la Russie, avec la Corée du Nord. Comme ça, ils seront quand même que sur le territoire africain, il y a quelques États qui ont quand même quelques terres nucléaires qui peuvent faire mouche, éventuellement. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça tarde. Parce que s'engager dans un projet de fabrication d'armes nucléaires, ça va prendre du temps. Donc il faut prendre des raccourcis en procédant par là où je suis en train de suggérer, c'est-à-dire solliciter n'est-ce pas, des pactes nucléaires, les pactes de sécurité. Je crois que ça va un peu calmer les ardeurs de certains qui pensent que le continent africain, le territoire africain, c'est d'autres un terrain de jeu. Pour certains, où il faut faire tout et n'importe quoi. Et ça, je crois que autant nous condamnons l'Ukraine, autant sur cette question-là, autant il faut condamner les États-Unis qui ont fourni les renseignements. N'est-ce pas, aux terroristes ukrainiens, aux terroristes de la Zawad, je crois, à dominance Touareg. Je crois qu'en même temps, je voudrais sortir par là pour indiquer quoi? Pour indiquer que là également, ça pose... On ne va pas entrer dans les condamnations parce que nous sommes fatigués des condamnations de circonstances. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire, vous faites comme ceci, chez nous, on fait la même chose chez vous. C'est-à-dire, on agit par le principe de réciprocité. Et là, c'est une autre paire de manches. Merci Albert Anatole Aïssi pour cette réaction sur ce sujet. Et vous l'avez constaté, les codes d'accès ont déjà été affichés dans ce programme afin que vous puissiez partager aussi vos points de vue. Vous qui nous regardez et nous écoutez à la maison, on a déjà quelqu'un au standard, Monsieur Kofi, qui nous appelle. Bienvenue, bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame, c'est... Votre nom, c'est la première fois que moi je te vois, donc je n'ai pas ton nom. Mais madame, soyez saluée. Docteur Nyang Timba, soyez salué. Monsieur Albert Aïssi, soyez salué. Madame, je suis très content de Docteur Nyang Timba et monsieur Albert ce matin parce que
Dr Nyankimba nous a donné tous les détails des munitions tirées sur les Africains qui sont partis libérer la France. Tous les détails, c'est-à-dire telle arme de fusil tire tel coup par minute, par seconde. Et que la France a pensé qu'il n'y a pas des gens qui connaissent l'histoire. Or, quand les Africains partaient déjà en Europe pour défendre la France, il y avait des écoles déjà créées en Afrique. Les Africains même savaient lire et écrire de leur manière et savaient faire déjà l'histoire. Donc ce matin, je voulais dire vraiment merci à Dr Nyankimba et M. Albert. Parce que les Africains qui ont les yeux fermés, qui pensent que la France c'est la meilleure des choses en Afrique. Aujourd'hui, si ceux-là ont regardé et su vraiment For You Media et ont écouté Dr Nyankimba et M. Albert, ceux-là doivent écrire l'histoire, doivent prendre connaissance avec l'histoire que la France a fait aux Africains. Après partir les libérer, le retour de leur merci, c'est d'aller aligner ces gens-là au poteau et les tuer parce qu'ils ont réclamé leurs primes, leurs droits, ce qui leur revient de droit, et on les a assassinés. Et le docteur Nyankimba nous a défini des A plus B comment les Africains qui ont libéré la France ont été assassinés. Docteur Nyankimba, merci beaucoup. Merci pour l'histoire enseignée. Merci beaucoup. Monsieur Albert, merci beaucoup pour l'histoire enseignée. Je retiens beaucoup de vous. Docteur Nyankimba, je retiens beaucoup de toi. À cause de toi, ma mémoire politique est remplie de l'histoire. Docteur Nyankimba, à cause de toi, ma mémoire politique est remplie de l'histoire. Je voulais dire Madame, quand je finis de dire ça, le titre donné, je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que vous avez oublié de mentionner l'Occident. Vous avez oublié de mentionner l'Occident parce que les armes, les terroristes maliens ont reçu là, ne vient pas simplement de l'Ukraine. C'est l'Occident qui a fourni ces armes à l'Ukraine et l'Ukraine les a convoyées en Afrique. Donc, dans le titre, vous avez oublié l'Occident. Il fallait mentionner l'Occident parce que c'est l'Occident aujourd'hui qui utilise l'Ukraine pour faire ses crimes en Russie comme en Afrique. Et l'Occident, son nom n'a pas été mentionné dans le titre. Je pense que la prochaine fois, il faut revoir ça. Je voulais dire une chose. Les forces ukrainiennes n'existent plus, Dr Nyankimba, ou bien M. Anat, n'existent plus. Ils sont tous morts. C'est les forces spéciales européennes et américaines qui sont aujourd'hui en Libye et au Soudan, en tenue militaire ukrainienne. C'est les forces spéciales américaines et européennes qui sont aujourd'hui en Libye, au Soudan, habillés en tenue militaire ukrainienne, avec le drapeau ukrainien. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, moi, j'ai toujours proposé. Donc, mon grand frère, comment on appelle, Dr Nyankimba, si moi je suis président, je pense que ma population va mourir de faim. Si moi je deviens président, ma population va mourir de faim. Parce que ce qu'on appelle ambassade là, moi je n'aurai pas ça. Moi je n'aurai pas de coopération avec les ambassades. C'est-à-dire je renvoie tous les ambassades européennes et occidentales dans mon pays. Et puis je vais coopérer avec mes partenaires africains et mes partenaires, soit les pays des BRICS, et je vais voir si je vais mourir de faim ou bien je vais me développer. La Corée du Nord s'est enfermée, s'est développée. Aujourd'hui, la Corée du Nord discute avec les Américains. Mais la Libye s'est enfermée, et puis le colonel Kadhafi s'est enfermé, et puis il a pu développer la Libye, et puis l'Occident est venu casser aujourd'hui. Comment un ambassadeur sort sur les antennes publiques et dit qu'il enclame
les tueries des Africains et il vit en liberté. Est-ce que ça peut se passer en Europe? Je pense que les Africains doivent prendre leurs responsabilités. Le mal que l'Occident fait aux Africains, il faut que le mal se soigne par le mal. Docteur Nyantimba, le bon remède du méchant, là, il faut le rendre méchant aussi. Quand quelqu'un est méchant contre toi, il faut que tu lui rends un jour ce service de méchanceté là, au retour à son service, pour que ça rende compte que non, la méchanceté n'est pas une bonne chose. C'est nous, on nourrit la France avec nos matières premières. C'est nous, on a libéré la France avec nos soldats. C'est nous, on a nourri la Première Guerre mondiale avec notre nourriture, la Deuxième Guerre mondiale avec notre nourriture. Et aujourd'hui, notre merci, c'est d'assassiner notre population. Aider les terroristes à assassiner la population noire. Ce ne sont pas des êtres humains. Or, c'est les êtres humains habités sur Terre. D'abord, avant les arrivées des Européens et les autres races. Madame, je ne voulais pas trop manipuler, garder la parole. Simplement, je voulais vous dire merci, madame, et soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, soyez salués. Soyez salués le standard des techniciens. Soyez salués, docteur Nyantimba. Soyez salués. Monsieur Albert Haïssi, soyez salués. Vraiment, je suis très content de l'histoire enseignée par aujourd'hui. Je voulais dire ma mémoire politique est achevée pour aujourd'hui. Docteur Nyantimba, merci, que Dieu te garde longtemps, longtemps. Santé de fer à tous ceux qui viennent sur le plateau de Foyer Média chaque matin. Santé de fer à vous. Santé de fer à toute l'équipe de Foyer Média. Merci. Merci. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire, d'avoir participé à ce programme. Eh bien, nous restons au standard pour les réactions des autres téléspectateurs qui sont à l'écoute et qui nous regardent. Allô, bonjour et bienvenue. Est-ce que le téléspectateur est positionné dans le cas contraire? Oui. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Kamdem. Bienvenue, M. Kamdem. Vous êtes en direct. Oui. Madame Siké, bonjour. Bonjour, vous êtes en bonjour direct. Oui. Bonjour aux panélistes, à mon très grand frère 3A et au docteur Yam qui est là, contexte là. La situation de l'Ukraine, il faut simplement poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce chef d'État africain n'en parle pas. Parce que l'Ukraine, c'est cette espèce de gros bébé hollandais qui passe son temps à pleurnicher. Et il oublie son rêve parce que la nuit a été très longue. L'Ukraine ne pourra jamais se défaire de la Russie puisque les deux partagent une frontière commune. Dans un autre cas, je dis, la France, Emmanuel Macron l'avait su bien dire, la déportation de cette guerre de l'Europe pour l'Afrique ne surprend personne. Elle ne surprend vraiment personne, cette déportation. Alors, les armes de guerre ukrainiennes sur le sol africain ne surprend également personne. Il revient aux chefs d'État africains, n'est-ce pas, de se réveiller. Ce qui est arrivé il y a de cela plusieurs années à notre très grand frère et parent, Mouammar Kadhafi, ce qui est arrivé à ce grand panafricaniste Laurent Gbagbo arrivera à certains chefs d'État s'ils ne font rien. Ça, il faut être très clair là-dessus. Parce que nous avons compris qu'il n'y a que les panafricains seuls qui, tous les jours que Dieu a créés, servent de sonnette d'alarme, servent de ceux même qui trouvent les solutions, servent même de ceux qui, sur le genre, pour le plan géostratégie et géopolitique, essayent d'aider, n'est-ce pas, certaines personnes pour s'en sortir. Pendant que les chefs d'Africains sont assis dans les palais qui ne leur appartiennent même pas, parce que force reste au peuple. On peut se décider et ils seront mis à la porte. Bien. Le dernier point sur lequel je veux me focaliser contre For You, c'est-à-dire contre votre structure, c'est que il est bien vrai,
C'est d'ailleurs normal d'en parler, n'est-ce pas, problème africain. Mais je vais vous rappeler la mémoire, Madame Siké, et ça, il faut le dire à votre directeur général, que le Cameroun fait partie, c'est d'ailleurs le continent, un des grands pays en Afrique. Problème important, n'est-ce pas, de pas seulement se focaliser sur cet pays, il va donner un titus, un feu vert sur mon cas personnel qui est passé outre. Pourtant, vous avez eu des références. Il faut tirer la sonnette d'alarme, ce qui se passe ailleurs. Quand on parle des ONG, l'ONU, c'est une organisation, c'est une ONG. L'ONU me torture, je vous ai donné le feu vert de faire en cela une émission pour que tout ce monde comprenne ce qui arrive aux Africains. Et quand je dis ce qui arrive aux Africains, avec la complicité de certains ministres de la République de ce Cameroun, à l'exemple du ministre des Relations extérieures et son vice, qui m'ont envoyé des fausses lettres pour dire Antonio Guterres reconnaît ma qualité de personne, il reconnaît qu'il m'est redevable, et pendant que le ministre des Relations extérieures et son second racontent des balivernes. Donc, Madame Siké, je vous dis, c'est révoltant si vous également, vous allez essayer de jouer le rôle, n'est-ce pas, de ce focus de ministre camerounais. Donc, prenez mon cas et faites de ça un débat. Je donne l'autorisation. Vous avez eu toutes les références là-bas. Je ne suis pas un clandestin. Ce que je revendique est, je vais dire, de commun accord et de manière très régulière avec la législation du travail en vigueur. Est-ce que M. Kamdem est parti? Merci d'être passé par ici. Nous avons pris bonne note de vos remarques. Et toute autre chose, nous vous prions la prochaine fois d'utiliser un langage plus courtois envers les autorités camerounaises. Merci d'être passé par ici. On reste au standard. Allô, bonjour. C'est comment? Ah bon, c'est Amadou Traoré Ouagadougou. Bienvenue. Voilà, bon... Quand le problème de l'Ukraine au Mali, ce n'est pas l'Ukraine qui a fourni les armements aux rebelles et les terroristes au Mali. C'est la France et les Américains qui ont donné les informations et des choses là. Parce que c'est la même qui portent leur tenue et portent les tenues de l'Ukraine. Il n'est même pas arrivé au nord du Mali, même les photos là même qu'on voit là. C'est pas eux la même qui l'a fait. Mais ils ont fait les manipulations, mais tout ça là, c'est pour les autres là, les Américains et la France, avec la complicité de la Sénégal. Les jours là que l'ambassadeur sénégalais est sorti dit que, et Ukrainien Sénégal a sorti dit que c'est eux qui l'ont donné les informations et les fourni les armements aux terroristes au nord du Mali. Si c'était au Mali ou bien au Burkina ou bien au Niger, les jours là, l'ambassadeur ne sera pas dormi là-bas les jours là. Voilà. Merci, bonne journée et bon travail à toute l'équipe For You Media. C'est Amadou Traoré depuis Ouagadougou. Merci. Bonne journée. Madame la journaliste et les techniciens, j'ai salué tous les groupes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous également d'avoir participé à notre programme. Nous sommes toujours au standard. Vous avez la possibilité de donner votre point de vue ou encore de poser vos préoccupations à notre plateau. Allô, bonjour. Oui, bonjour à la journaliste, bonjour à M. Anatole et bonjour au docteur Yam Tsimba. Bon, je vais participer au débat et je vais commencer par l'intervention du docteur Yam. Le docteur Yam essaye de rappeler tout ce que le peuple africain a subi. Et je crois que nos présidents, c'est comme si eux-mêmes, ils ne savent pas ce que nous avons subi. Et quelquefois, j'entends sur le plateau de For You Media, on dit comment est-ce que l'Afrique peut faire pour que le citoyen du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sentent comme des frères. Je crois que toute l'Afrique a déjà une base sur laquelle on peut partir. L'esclavage. C'est parce qu'on a juste la mémoire qu'on essaye d'effacer. Si nos dirigeants ont la volonté, je crois qu'il ne faudrait pas 10 ans pour que tous les peuples africains se lèvent comme une seule personne pour mener un combat. L'esclavage, c'est quelque chose de très simple. Qu'on enseigne juste aux enfants que c'est une calamité qui nous est arrivée. Voilà une base simple. C'est-à-dire que tous les pays sont concernés. Il n'y a personne. On avait été tous esclavagisés de la même façon. On va tous se libérer de la même façon. Et le cas de l'Ukraine qui est allé attaquer au Mali,
Je crois que si nos dirigeants, comme pour certains, on dit que des panafricanistes sur certains plateaux de télé, vraiment, je ne vais pas citer, mais il n'y a aucun panafricaniste qui peut regarder ce qui s'est passé au Mali et fermer sa bouche et laisser ça passer comme ça. Je crois que l'une des choses, comme nos grands frères qui sont sur le plateau ont dit, devait être présentée à la face du monde en fermant toutes les ambassades d'Ukraine en Afrique. C'est-à-dire de façon, on ne gueule avec personne. On se lève juste le matin, on ferme toutes ces ambassades. Ça devait envoyer un signal pour que les gens comprennent. Donc, ce qui est simple, on a déjà quelque chose sur laquelle tout le peuple africain peut se mettre debout. C'est-à-dire l'esclavage. C'est une calamité. C'est-à-dire que tout le peuple noir, n'importe où dans le monde, il n'y a même pas une journée où on essaye de dire aux enfants que voilà une journée africaine, comme une journée de deuil des souffrances de notre peuple sur cette terre-ci. Je crois que si on s'appuie sur ça, on a déjà un point sur lequel tous les Africains peuvent être d'accord. Maintenant, par rapport à la collaboration entre les États, aujourd'hui, l'Ukraine s'est plaint que le Mali a soutenu la Russie. Pourtant, les États-Unis, comme le docteur Yam disait, achètent l'uranium, le titan, en Russie. Nous ne devons pas avoir des sentiments envers des États, mais nous devons avoir les intérêts de notre peuple. Les intérêts de notre peuple. Et beaucoup de nos dirigeants ne brillent pas par ça. Et le travail que vous faites sur votre télé, c'est une très bonne chose. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça va commencer par l'éducation. Mais pour qu'on ait un programme éducatif, comme nos panélistes le disent, il faut avoir réellement des chefs d'État qui ont la volonté de le faire. Et sans éducation, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On aura toujours des cerveaux blanchis, comme on est en train de faire là. Parce que je vois beaucoup de sacrifices quand même que nos grands frères qui sont sur le plateau font. Ils auraient pu aller s'installer dans les pays. Ils n'ont pas un niveau intellectuel les moindres. Ils auraient pu carrément aller s'installer dans d'autres pays. Et c'est de là couler douce. Mais ils ont décidé de se sacrifier. Donc, on doit également tenir compte de ça. Et sur votre télé, je crois que ce qu'ils font, c'est déjà une très bonne chose. Nous devons continuer à les encourager et vous encourager également et vous remercier pour tout ce que vous faites. Mais pour le cas du Cameroun, il y a un monsieur qui vient de partir là. Il faudrait vraiment que vous faites un débat comme il demande pour que tout soit dénoncé, pour que les choses soient dénoncées. On dit que ça ne fait rien, mais ça fera quelque chose. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Bonne journée à vous. Merci à vous également. Bonne journée. Merci d'être passé par ici. Les codes d'accès sont toujours affichés afin que vous puissiez participer à ce débat. Vous aussi, apportez de votre point de vue, mais posez vos préoccupations, pourquoi pas, à nos différents panélistes sur le plateau réalisation. Est-ce qu'on reste au standard ? Retour sur le plateau, docteur Yam Timba, c'est avec vous que nous poursuivons sur cette thématique des armes ukrainiennes ou encore occidentales qui sont aujourd'hui entre les mains des terroristes dans le nord du Mali. Je le disais tout à l'heure, le chef du renseignement l'avait rappelé, il s'agissait pour l'Ukraine une victoire car elle doit combattre la Russie qui est son ennemi, peu importe le territoire où son ennemi se trouve. Et donc se saluait de la mort de plusieurs instructeurs russes sur le territoire malien, sans oublier les Africains qui ont bien sûr eu du mal à survivre à cette attaque. Face à ces déclarations et à ces informations qui attestent aujourd'hui de la présence de ces armes ukrainiennes ou encore occidentales sur le territoire africain, faut-il attendre des représailles de ces États concernés, à savoir le Mali et pourquoi pas l'AES entière? On l'a constaté, docteur Yam Timba, la rupture diplomatique, mais y a-t-il autre chose? Si. On peut faire beaucoup d'autres choses. Il y a cette rupture diplomatique qui était déjà une bonne chose. Ça montre que les gens sont sérieux, qu'ils sont construits, structurés et ils savent ce qu'ils veulent. La deuxième chose qui peut être faite, c'est il y a des chaînes commerciales et logistiques dans le monde sur lesquelles les pays africains, en s'organisant bien, peuvent peser.
Le drame, c'est que nous n'arrivons pas à peser sur ces chaînes logistiques et commerciales parce que nous sommes de petites entités qui essayent chacune de trouver sa place dans une mer de requins qui sont particulièrement gros. Nous pouvons également, et c'est peut-être l'une des choses que les Africains peuvent faire le mieux, nous sommes là à regarder l'ONU comme si l'ONU était quelque chose de sacré. Mais les Africains doivent exiger pas une réforme, la transformation de l'ONU. Si nous sommes dans un... évidemment, le Mali avait saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, mais en l'état actuel, qu'est-ce que le Conseil de sécurité va faire? D'ailleurs, il y a un de vos téléspectateurs tout à l'heure qui semblait dire une chose intéressante. Peut-être qu'une partie de la présence de l'Ukraine n'est que des opérations sous couverture. Ça pourrait ne pas être ça, et ça peut faire partie des deals faits avec l'Ukraine dans le cadre de la livraison du soutien que ce pays reçoit de l'Union européenne ou des États-Unis et de tous les pays du bloc occidental. C'est une possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils laissent utiliser leur drapeau, leur tenue, mais par des hommes des forces spéciales des pays qui les soutiennent. Mais il reste aussi que la multiplication des ambassades dont on parlait ici, et le fait que celles qui existaient continuent de fonctionner, ce sont tout simplement des points de présence de l'Amérique, des points de présence de l'Union européenne qui se multiplient sur le continent. Et ces points de présence leur permettent de mailler le continent parce que, par exemple, Africom a du mal à trouver un siège en Afrique. Le Botswana même, qui semblait être le bon élève, le nouveau président a dit qu'il ne voulait plus des bases militaires américaines, parce qu'on nous a vendu le Botswana comme étant un modèle de réussite, etc. On découvre avec l'élection du nouveau président que c'est 50% de taux de chômage. Et que les beaux diamants servent en fait à nourrir une petite élite et l'essentiel est exporté. Et que les bases militaires étaient là, les bases militaires américaines étaient là pour justement mater la population, etc. Et lui, il voit les choses autrement. Donc, il y a un maillage du continent qui se fait. Et il se fait aussi de cette façon, en utilisant les couleurs ukrainiennes pour donner le change à la Russie. En fait, ils veulent laisser croire que l'Ukraine n'est pas à genoux. L'Ukraine peut entretenir des ambassades, l'Ukraine peut envoyer des contingents de soldats à travers l'Afrique, ce qui veut dire que l'Ukraine a quand même des ressources. Mais c'est tout ça que Donald Trump était en train de dénoncer, en disant, mais des gars qui disent qu'ils n'ont rien, mais comment ils font pour se déployer partout? Mais tout le monde a bien compris qu'en fait, ils n'ont rien et que c'est la plupart du temps des opérations sous couverture. C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que la réaction des pays de l'AES a été fulgurante et claire, ferme. Parce qu'ils ont très bien compris qu'ils se faisaient manipuler dans cette affaire et que, qu'importe, même si c'est des soldats ukrainiens, il est évident que derrière, les ressources, les flux financiers qui permettent ça, et d'abord, les flux financiers qui permettent ce déploiement ne sont pas des flux financiers générés par l'Ukraine elle-même parce qu'elle n'a pas d'argent. Deux, les armes, ça, on a ici le rappelé tout à l'heure, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'on sait que les armes fournies à l'Ukraine se retrouvent sur des théâtres d'opérations africaines. Il y en a même retrouvé au nord-est du Congo à l'époque. Et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi il y a une ambassade qui s'est retrouvée également là-bas. Donc, vous voyez, au Congo et au Rwanda, bon, là, on voit que le contexte géopolitique change un peu et tout le monde court après un accord. Espérons que cet accord-là sortira cette zone de la guerre. Donc, au fond, la grosse interpellation pour les Africains, ce n'est pas l'Ukraine. Vraiment, à la limite, c'est du menu fretin qui n'a pas d'importance, plus d'importance que ça. La grosse interpellation, c'est les Africains. Comment on fait pour rester tranquille, pour ne rien dire, pour ne rien faire, dans une situation où vous êtes à la fois manipulé, mais surtout où vous perdez vos hommes. Parce que l'armée malienne a perdu beaucoup d'hommes à Tinzaouaten. Et le fait pour une armée de perdre des hommes de cette façon, d'une manière tout à fait inattendue, ce n'est pas... on ne s'attendait pas à ce que des armes et des informations stratégiques venues d'Ukraine puissent être disponibles à ce moment-là. Et l'Ukraine n'était pas être au cœur de cette lutte terroriste. Mais on a appris quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, dans cette guerre asymétrique, il faut s'attendre à tout. En réalité, il y a beaucoup de forces spéciales hostiles
dans le monde, à travers le monde, qui vont s'impliquer à travers des opérations sous couverture, de façon frontale ou tout autre, et qui vont aider ces terroristes parce que cela procède de la stratégie du chaos des Brzezinski et de tous leurs think tanks, les Attali, pour que l'Afrique ne se relève pas. Parce que tant que vous êtes en guerre, vous ne vous relevez pas. Et c'est ça qui fait toujours sourire les Chinois quand les Américains parlent. Ils disent, mais ces gars, ils ont un problème. Ils n'ont pas de route. Leurs autoroutes tombent en ruine. Leurs hôpitaux n'arrivent pas à se soigner. Ce qu'on appelle les ghettos, les quartiers populaires chez eux, se délabrent de plus en plus. Même leurs universités, ils ont du mal à financer. Ils n'arrivent pas à financer l'éducation. On le sait depuis Obama, qui faisait sa campagne, une bonne partie de sa campagne sur le fait qu'ils vont réhabiliter les écoles primaires. On parle d'écoles primaires et le secteur du secondaire, mais il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Pourquoi? Parce que des milliers de dollars, justement, partent à l'extérieur dans des guerres. Et ces milliers de dollars qui vont, par exemple, se retrouver, entre autres, en Ukraine, eh bien, sous forme d'argent liquide, mais également sous forme d'armement, eh bien, une partie dans tous les pays où ils ont été, ils déploient tout ça à travers le monde et même à l'intérieur, puisque eux-mêmes, ils ont tous des dépassements de budget que le Congrès, pour lesquels le Congrès ne cesse de demander, mais pourquoi est-ce que vous avez tous des dépassements de budget? Où va l'argent? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les résultats? On ne sait pas très bien. Vous avez dit, voilà les objectifs. Ont-ils été atteints ou pas? Personne ne sait. Si c'était en Afrique, on aurait dit que c'était que ces gens-là sont corrompus. Bon, quand c'est eux, on dit simplement qu'il y a des dépassements de budget. On ne dit pas que les gens sont corrompus. On ne parle pas de détournement. Mais en Afrique, on dit, oh, ils détournent l'argent, ils sont corrompus. C'est ça qu'on dit. C'est quand on parle des Africains de façon méprisante, c'est ce qu'on fait. Et donc, cet argent se retrouve, ces équipements et cet argent se retrouvent sur des théâtres d'opération où on ne les attendait pas. Par exemple, en Afrique, des soldats africains meurent, des soldats russes meurent, et on est surpris que quelque temps après, le président Poutine dit que la guerre a pris un caractère mondial, mais ça prend un caractère mondial parce que vous tuez leurs gens et parce que là, maintenant, vous utilisez certaines armes sur leur territoire. Je pense que la grosse interpellation, c'est nous les Africains. Que voulons-nous? Comment réagir face à ce genre de situation? L'AES a fait ce qu'elle a pu. Rupture des relations diplomatiques, ils ont saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, faisons quelque chose, même si on sait que ça ne donnera rien, on sait que ça ne donnera rien. Mais tout au moins, ça veut dire que si les Africains, puisqu'on sait d'où viennent ces armes-là, si on a le même type de représailles que les Américains, que les Russes ont, par exemple par rapport aux attaques qu'ils subissent avec un certain nombre de missiles dernièrement, on va dire, ok, très bien, puisque ces armes sont, si elles sont de fabrication ukrainienne, et qu'il y a quand même des composants qui viendraient d'autres pays, ces pays-là sont sanctionnés, point, sur le plan commercial. Si ces armes ne sont pas de fabrication ukrainienne et que ces armes viennent d'autres pays qui ont aidé l'Ukraine, ces pays, c'est des ruptures de relations économiques, sont sanctionnés tout de suite. Il y a beaucoup de pays dans le monde, contrairement à ce qu'on croit, qui dépendent largement des matières premières africaines, au moins. Au moins. Et beaucoup sont là, vendent en Afrique, exportent en Afrique pour des milliards de dollars, hein, discrètement. Certains ne parlent même pas discrètement, mais ils soutiennent les gens, les pays comme l'Ukraine, qui vont envoyer des armes et des informations aux terroristes pour tuer des soldats sur le sol africain. Imaginez que cette fameuse CEDEAO qui est là, il tourne, etc., qui s'était entendue avec l'AES et avait était dans la même direction que l'AES aujourd'hui et avait créé au moins une confédération de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez bien que l'Ukraine réfléchira à deux fois, les soutiens de l'Ukraine réfléchira à deux fois avant d'envoyer les armes là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y aurait... Vous imaginez le nombre de matières premières qui partent de l'Afrique de l'Ouest et qui alimentent le commerce international, et que ces gens du jour au lendemain disent, messieurs, vous êtes sanctionnés, nous ne vous fournissons plus telle matière, et nous allons les fournir parce qu'il y a beaucoup de pays qu'on n'arrive pas à fournir parce que du fait des relations coloniales, l'essentiel va en Occident. Mais imaginez la Chine qui cherche par exemple du coton partout dans le monde et qu'on décide que le coton de l'Afrique de l'Ouest ne va plus en Europe ou en Amérique du Nord. Ils font comment? Ils vont faire comment? Donc nous avons des leviers. On décide que, ok, comme vous êtes dans cette situation, notre café et notre cacao ne vont plus chez vous. Le cartel du cacao est l'un des rares que l'Afrique contrôle, mais on n'utilise pas un tel levier. Alors que c'est des choses que nous devrions utiliser. Tout ce que l'Afrique devrait faire, si la Côte d'Ivoire transformait
50% de 2 millions de tonnes qu'elle exporte, ça doublerait son PIB. Donc, si on a des accords organisés d'une certaine façon, une confédération ou une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, ben, on peut voir avec, non seulement à l'intérieur de l'Afrique, on trouvera des expertises pour construire une usine, ou avec certains partenaires plus avenants, plus accommodants, et on décide donc on ne fournit plus l'Europe, on ne fournit plus l'Amérique du Nord pour ces matières premières stratégiques qu'ils viennent chercher chez nous. Et on n'importe plus rien qui vienne de chez eux. Croyez-moi, ça va perturber les chaînes de valeurs internationales. Beaucoup de gens ont tendance à dire l'Afrique c'est rien. Non, l'Afrique ce n'est pas rien. En réalité, cette propagande vise à mettre les Africains dans une situation où ils croient que, en fait, on ne représente rien, donc on laisse les autres faire. C'est faux. Et je crois que le moment le plus important quand vous mettez ce genre de sujet sur la table pour nous, c'est de nous demander, mais comment on fait? Pourquoi les Mozambicains ne se sentent pas concernés par cette histoire? Pourquoi les Namibiens ne se sentent-ils pas concernés? Pourquoi les Libériens ne réagissent pas? Pourquoi les Éthiopiens, les Camerounais, les Botswanais ne réagissent-ils pas? Quand ce sera leur tour demain, qu'en sera-t-il? Merci, docteur Yam Timba. On poursuit sur ce plateau, mais on va prendre un appel qui est au standard en attente depuis. Il s'agit de Peter, depuis l'Écosse, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Siké. Merci, Center. Je salue tous vos invités. Je vais donner mon point de vue et je suis agree 100% avec ce que a dit M. Dr Yam. Vous savez, Madame Siké, j'avais entendu l'année dernière, il y avait une réunion de l'Union européenne et également avec leurs partenaires américains. Et une fois, j'avais dit que dans la politique états-unienne, dans les années 60, il a été dit que il ne faut pas que l'Afrique développe son agriculture, sinon elle ne paiera plus les déchets de Corn Belt américain. C'est-à-dire Monsieur Peter, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je trouve que je vous avais perdu. Sorry. Allez-y, on vous reçoit. Je disais... Vous entendez? Oui, on vous reçoit parfaitement. Avec la création de USAID, c'était en fait l'objectif d'envoyer les résidus de leur exploitation de blé, de maïs, vers l'Afrique. Et en contrepartie, elle demandait à la France de tout faire pour empêcher les dirigeants qu'elle contrôle, y compris à la Grande-Bretagne, qui avait des relations encore très étroites avec ses ex-colonies, de ne pas développer l'agriculture vivrière, mais plutôt leur inculquer l'agriculture rentière, c'est-à-dire coco, coffee, cotton, et puis tous les autres là. Donc c'est pourquoi le Kenya, c'est plus, l'Éthiopie s'est concentré sur le thé, haricots verts, et puis l'Afrique de l'Ouest, c'est coton, coffee, coco. Donc du coup, on fait les campagnes de programme alimentaire mondial qu'ils ont créé de toutes les pièces au sein de l'organisation qu'ils appellent United Nations. Et en même temps, avec la communication américaine, on dit « We have children in Ethiopia ». Et nous, les Africains, on croit que nous avons faim, qu'on est incapable de pouvoir produire l'alimentation. Donc, on tend la main, on fait la manche internationale auprès des soi-disant donateurs. Cette politique-là, elle a continué à grandir avec les présidents qui succédaient au premier président africain. C'est pourquoi, quand chaque fois un président venait parler de programme d'autosuffisance alimentaire, et hop, on le balaie. Parce que nous avons cette possibilité de pouvoir relancer en fait ce concept. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, lorsque vous avez des terres arabes en Afrique qui sont capables de pouvoir produire du céréal, du blé même, le blé qu'on croit qu'il pousse exclusivement en Europe alors qu'il peut être planté en Afrique, eh bien, on n'a plus besoin maintenant d'eux, on n'a plus besoin de la aide.
c'est une parenthèse que je fais pour aller en profondeur de sa butte. Parce que, à partir de là, on nous tient à la laisse comme si on était des mendiants et on nous contrôle. Et pendant ce temps, on n'arrive pas à développer, c'est-à-dire se développer comme l'Europe s'est développée, puisque l'Europe est en grande partie un pays agricole avant d'avoir connu l'industrialisation. Et ils ont dit aussi qu'il était hors de question de commettre la même erreur qu'ils ont commise avec les dragons de l'Asie. C'est-à-dire que si l'Afrique est industrialisée, eh bien, elle va pouvoir fabriquer avec ses propres connaissances, ses produits de consommation, et ils ne paieront plus nos produits. Donc, du coup, ils ont créé un système scolaire que la Grande-Bretagne et la France ont implanté en Afrique, c'est-à-dire on nous dirigerait vers des branches qui n'avaient rien à voir avec le développement. Tandis que les Asiatiques, eux, ils ont fait des bêtes pour pouvoir manger le carotte et le foin. La preuve, les Coréens du Sud, dans les années 60, ils ont envoyé beaucoup aller étudier en sciences et ils sont revenus, ils ont commencé à faire des reproductions, right? Ce que l'Afrique n'a pas pu faire. Quand je vois le problème, le premier problème, c'est-à-dire l'Assemblée française qui parle de il faut mettre sur la table le problème de Tiaoreille, moi ça me fait rire. C'est parce que c'est ce qu'on appelle un deal géopolitique. C'est-à-dire, toi, Sénégal, voilà ce que je te demande de faire, parce qu'il faut à tout prix que l'AES soit étouffée. Moi, en contrepartie, je vais soulager ton peuple. Tu vois, ton peuple t'aime bien, toi et ton ami Fodé Sanko. Donc, du coup, nous allons faire quelque chose qui va soulager le peuple sénégalais. Donc, du coup, on essaie en fait de créer une forme de sénégalisation, de sorte que les Sénégalais forment un bloc derrière leur candidat, le duo du candidat, et se retournent maintenant contre ceux qu'on considère comme des rebelles. Et la contrepartie, c'est qu'il faut qu'ils durcissent le ton vis-à-vis de l'AES, et eux, en même temps, on commence à soulager un peu la mémoire collective sénégalaise. Pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour pouvoir mettre à l'Assemblée française pour mener une enquête sur une tuerie qui a eu lieu 50 ans derrière? Vous voyez pas que c'est de la foutaise? C'est-à-dire que les Blancs se foutent de nous, c'est son bon vouloir. Alors que M. Netanyahu et son ministre de la guerre, là, M. Macron prend un décret pour dire qu'eux, ils sont immunisés. Et il peut les recevoir chez lui en France sans qu'on ait pu les arrêter. Par contre, quand il s'agissait de Poutine, toutes les chaînes anglo-saxonnes et françaises ont commencé à dire que Poutine arrive quelque part, comme ils ont fait la pression en Afrique du Sud, pour laquelle il n'a pas pu assister au sommet de BRICS là-bas. Ça, par contre, on en passe. Donc, il y a une sorte de duplicité qui existe. Et moi, je pense que les Africains ne sont pas assez borgnes pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Et comme M. Yamtiba a dit, je dis et je répète, l'objectif des Occidentaux, c'est d'empêcher la création des États-Unis d'Afrique. Et même ils l'ont dit. Moi, j'ai eu des échos, puisque je discute avec certaines autres personnalités politiques de l'Europe, on me dit, vous les Africains, vous êtes trop intelligents. Et nous savons que si vous vous industrialisez, ça va être un tollé pour nous, parce que vous avez cette capacité de pouvoir recréer ce que nous créons. La preuve, Madame Siké, excusez-moi, aujourd'hui, nous avons le nouveau type de véhicule électrique, électronique, etc. Un Africain mécanicien, il désosse, il remonte. Et il commence à adapter son cerveau au niveau système. Ça veut dire que nous avons ces capacités, si vraiment il y a une volonté politique, de pouvoir fabriquer des voitures. La preuve, on voit dans certains réseaux sociaux des créateurs de voitures, d'électricité que j'ai vu au Congo, avec le manioc et tout ça. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas passer. Il ne faut pas que le président de ce pays-là dise que bon, nous allons créer notre part d'électricité à partir de la création de celui-ci. Donc, voilà en fait ce qu'ils sont en train de faire. Or, si nous utilisons notre force africaine, c'est-à-dire plus de coton, nous allons industrialiser notre coton et créer le textile africain. Plus de cacao en fèves, nous allons fabriquer la poudre de cacao, le beurre de cacao et même les produits semi-finis de cacao servant pour les big pharma, puisqu'on utilise beaucoup ça pour les suppositoires et en bloc opératoire. Right? Et bien, vous allez voir que les Suisses vont commencer à faire les yeux doux aux producteurs de cacao, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, Nigeria et tout ça. Ils vont commencer à faire échanger leur diplomatie parce qu'ils voient en eux une perte et profit. Je le dis encore. Et ça, ce sont des prévisions que certains économistes africains l'ont fait. Donc, on a cette force en nous avec laquelle, on peut
imposer notre diktat et prendre des sanctions contre eux. À partir du moment où on se sent menacé sur un point, on prend des sanctions. Et vous allez voir qu'ils vont changer le paradigme. Nous n'avons pas de missiles à longue portée. On n'a pas de bombes atomiques pour dire qu'on va lancer comme M. Kim Jong-un le fait. Mais j'avais dit une fois à vos émissions, madame, excusez-moi de prendre encore quelques minutes, que nous avons la bombe la plus puissante au monde. Ce sont nos ressources. Nous avons cette bombe avec le lithium, l'hélium, le cobalt. Si nous arrivons à former les États-Unis de l'Afrique centrale au lieu de CEAC, machin truc, ben vous savez pas que le monde va trembler. Parce que désormais, nous allons imposer nos dictats pour dire qu'on transforme l'hélium sur place en produit semi-fini. Celui qui n'est pas content, qu'il aille ailleurs. Sachant que les réserves de cobalt et d'hélium se trouvent en Afrique. Vous voyez un peu? Ils vont changer leur façon de parler avec vous. Mais tant qu'ils savent qu'on ne peut rien faire et qu'ils ont des marionnettes qu'on manipule comme des mapettes, eh bien, ils vont toujours continuer à le faire. Voilà, c'est là où je voulais beaucoup mettre l'accent. Et surtout que, pour chuter, quand on voit un peu cette histoire de les Ukrainiens qui envoient des armes aux terroristes, l'Ukraine ne peut plus rien faire, son industrie est complètement morte. On sait tout ce qui est l'auteur de tout ça. L'objectif principal, c'est de se servir d'un écran pour pouvoir frapper là où ça fait mal. Dieu merci. Le Mali s'est doté aujourd'hui de nouveaux systèmes d'espionnage et de frappe qui pourra faire taire cette terreur qui leur a été imposée par le colon. De sorte que quand vous allez voir ces massacres être faits, ils vont commencer à utiliser le droit de l'homme en disant qu'ils ont maltraité des tribus, etc., etc. Mais rassurez-vous, les choses vont prendre fin d'ici la fin de cette année, parce que à partir de 2025, je crois que le monde entier va commencer à trembler. Je vais m'arrêter ici. Thank you so much. Merci, Peter. Merci infiniment pour votre participation. Vous étiez en attente depuis quelques minutes déjà, alors on comprend qu'il fallait vider votre sac. Docteur Yam Timba, vous aviez déjà eu la parole sur ce sujet. Je crois qu'on va clôturer avec Albert Anatole Haïssi. Nous parlons toujours de ce fournissement d'aide militaire qui a attribué à l'Ukraine, aux terroristes maliens en Afrique. On essayait de comprendre sur ce plateau comment cela est possible. D'après les informations que nous avons pu avoir, ce sont des armes occidentales. L'Ukraine est utilisée comme un bouc émissaire ou simplement un visage pour la marque. Mais il reste que c'est l'Occident qui continue de vouloir affaiblir les États africains et d'agresser le Mali. Je posais la question tout à l'heure à Dr Yam Timba, ce qu'il y a lieu de faire, car au-delà de la dénonciation, il faut bien réagir. On a vu les actions du Mali et les autres États de l'AES. Faut-il s'attendre à autre chose en dehors de ce qui a été cité par le Dr Yam Timba et peut-être proposé par Eddy, Peter? Écoutez, l'Ukraine, c'est la tête de pont. Et ça a été abondamment dit sur ce plateau, ça dit qu'il faut déstabiliser encore et toujours le continent africain pour ne pas créer une sorte d'émergence économique, bien sûr. Il faut que le continent africain, d'après leur projet, demeure non seulement un marché de consommation, mais surtout une zone d'influence. Il faut donc, il appartient donc au nouveau dirigeant de champ de leadership. Et je crois que ce que nous faisons tous les matins sur ce plateau, c'est-à-dire l'éducation. La deuxième chose qu'il faut dire, et je crois que c'est une gestion que j'ai faite, c'est-à-dire qu'en attendant que nous puissions fabriquer les armes, n'est-ce pas, des armes, n'est-ce pas, nucléaires, il faut essayer des pactes de sécurité avec des États qui en disposent. C'est important, ça va être un peu plus dissuasif. La troisième chose, il faut arrêter la saignée des cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une sorte d'immigration choisie. Vous avez l'Allemagne, le Canada, beaucoup de pays européens qui signent des conventions avec certains États africains dans la perspective, n'est-ce pas, de légaliser cette immigration. Je crois qu'il faut éviter ça. Ça participe de ces fuites-là, n'est-ce pas, de nos cerveaux qui doivent être utiles pour la construction de l'Afrique. Et en même temps, nos dirigeants doivent faire les efforts d'ouvrir des universités qui vont avoir de nouvelles filières. Parce que c'est important, vous ne pouvez pas vous projeter dans une sorte de souveraineté économique, politique et consort si vous n'avez pas la science. La science est au cœur, n'est-ce pas,
de notre débat. Oui. La science est au cœur de notre avenir. Si nous ne maîtrisons pas la science, ça ne marchera pas. Je crois que Anta Diop l'a clairement dit dans ses écrits. La quatrième chose, et je sors par là, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut, dans les relations internationales, c'est le principe de réciprocité qui s'applique. Ça veut dire que si l'Ukraine nous attaque sur le territoire africain, nous envoyons des gens attaquer sur le territoire ukrainien. Si une ambassade africaine est bombardée du côté de l'Ukraine ou ailleurs, sur le territoire occidental ou bien européen, on fait la même chose. Nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la violence, mais je pense que dans le contexte actuel où il faut exiger du respect, ça doit fonctionner comme ça. Il ne fonctionne qu'avec les éléments de langage qu'ils comprennent le mieux. Et si là où ils utilisent la force et que vous continuez à penser qu'ils vont utiliser, n'est-ce pas, la diplomatie, il faut utiliser la diplomatie, non, ils ne comprennent que dalle. Donc il faut davantage utiliser les mêmes éléments de langage qui comprennent le mieux, c'est-à-dire la force. Il faut fermer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que une empire diplomatique d'un État qui est un proxy du bloc occidental continue à être fonctionnel. Moi, je ne comprends pas. On n'a même pas convoqué son ambassadeur du côté du Sénégal qui s'est félicité de l'attaque de l'armée malienne du côté du Mali. Non, on n'a pas convoqué cet ambassadeur du côté du Sénégal. Non, on continue à ouvrir les emprises diplomatiques. Il y a un interprétateur qui vient de m'apprendre là que bientôt, l'Ukraine va ouvrir une ambassade au Cameroun, dans mon pays. Je crois que nous avons un problème. Nous avons un très gros problème. Je voudrais, pour revenir rapidement à la première thématique, indiquer que nous devons également commémorer, n'est-ce pas, le massacre de Thiaroye. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on nous impose une journée de la musique, alors que nous devons avoir une journée de commémoration des massacres de Thiaroye et d'autres massacres que la France a perpétrés sur le continent africain. Je crois que ça devait... j'ai envie de dire, une telle initiative va contribuer à maintenir la mémoire historique, oui, mais surtout à enseigner à la génération actuelle et aux générations futures qu'à telle date, il s'est passé telle chose à tel endroit sur le continent africain, du fait de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique ou des États-Unis. C'est important pour l'histoire, Madame Bégoudé. Et en plus, il faut rebaptiser nos avenues, nos monuments, à part le nom de nos héros. On ne peut pas continuer à baptiser nos avenues, nos monuments, avec des noms des colons, des oppresseurs, oui, des génocidaires. Alors que nous avons des héros, nous avons Martin Paul Saba, Oumniobert, Madola, Martin Paul Saba, Doula Mangabel, Rodou Doula Mangabel, Adolphe Ngosodine et consorts. Mais on continue à avoir des monuments à la gloire de Leclerc, de De Gaulle, de Faidherbe, des avenues. Mais Madame Bégoudé, je crois que nous avons un problème. Et ce problème doit être résolu, peut être résolu justement par l'initiative que porte Yam Timba, c'est-à-dire les 10 000 élus panafricains qui vont porter de tels projets à la fois pour la mémoire, pour l'histoire, mais surtout pour la souveraineté de l'Afrique, parce que c'est ça qui est la question. Merci Albert, Anatole Haïssi. Merci également au docteur Yam Timba qui étaient tous les deux sur ce plateau afin de débattre sur les thématiques que nous rappelons d'ailleurs avant de sortir de ce programme. Nous parlions de la situation au Sénégal concernant les massacres de Thiaroye et l'appel des députés français à ouvrir, à mettre sur pied une commission d'enquête. Nous parlions aussi de ce matériel ukrainien constaté entre les mains des terroristes sur le territoire malien après l'agression sur ce territoire, notamment à Tizawaten. Comprendre, c'était l'une de nos missions sur ce plateau. Merci de nous avoir regardés sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Restez en compagnie de nos différents médias. Au revoir, Bamako.